journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Les étudiants de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA ont été entretenus ce matin à Lomé sur la liberté de la presse. C'était au cours d'une conférence débat organisée à l'Université de Lomé. Journée pour l'élimination de la fistule obstétricale. Il s'agit d'une lésion grave et dangereuse pouvant subvenir lors d'un accouchement et beaucoup de femmes en souffrent. À suivre dans ce journal, un magazine sur cette affection. Réchauffement climatique, 2 milliards d'individus seront exposés à des chaleurs extrêmes d'ici à 2100. C'est selon une étude publiée par des chercheurs. Et puis sport, football, les championnats nationaux de football D1 Lonato et D2 sont au programme cette semaine. La D1 Lonato joue sa 28e journée, tandis que la D2 disputera sa 23e journée. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le président de la République, Faure Essaosinna Gnassingbé, a assisté hier à la cérémonie d'inauguration de la méga raffinerie Dangote, la plus grande raffinerie à train unique au monde. Cette imposante infrastructure pétrolière est construite dans la zone franche de Lekki, près de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Dotée d'une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, ce complexe industriel installé sur une superficie de 2635 hectares produira de l'essence, du diesel, du carburéacteur et bien d'autres produits pétroliers raffinés. Et l'industrialisation qui dégrade l'environnement entraîne le réchauffement climatique. Selon une étude publiée hier par des chercheurs, l'augmentation de la température du globe va devenir intenable et même potentiellement mortelle d'ici la fin du siècle et 2 milliards de personnes sont menacées. Charlotte Ahar. Effectivement, 2 milliards d'individus seront exposés à des chaleurs extrêmes d'ici à 2100, selon les chercheurs. Résultat, certaines zones pourraient devenir inhabitables. Quelques 600 millions de personnes seront concernées en Inde, 300 millions au Nigeria ou encore 100 millions en Indonésie. Ces 3 pays sont ceux qui comptent ainsi le plus grand nombre d'habitants potentiellement confrontés à une chaleur mortelle. L'étude rappelle en effet que les politiques actuellement en place à travers le monde pour limiter le réchauffement climatique mettent la Terre sur une trajectoire d'augmentation de la température de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Or, le monde connaît déjà un réchauffement proche de 1,2 degrés Celsius. Sous l'effet de l'activité humaine, notamment l'utilisation des combustibles fossiles avec un cortège de catastrophes, canicules, sécheresses, feux de forêt. Les chercheurs estiment donc qu'avec chaque 0,10 degrés Celsius supplémentaire, 140 millions de personnes supplémentaires seront exposées à une chaleur dangereuse. Charlotte Ahar, et la chaleur, on la ressent déjà assez fortement et il faut des actions. Justement, un forum panafricain sur la mobilisation et la structuration du financement pour l'adaptation climatique se tient depuis ce matin à Lomé. Les participants vont réfléchir sur les difficultés et les opportunités qu'offrent nos pays en matière de changement climatique. Le compte rendu avec Pacom Johnson. Pendant 3 jours, les participants venus de 23 pays africains vont s'échanger sur comment accélérer les actions pour une adaptation climatique solide en Afrique. Sandra Fritas, directrice Sustainable Solutions for Africa, précise les objectifs de ce forum. Nous allons d'abord dresser le tableau de la situation, mais également en tant qu'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat, c'est-à-dire le fonds multilatéral le plus important qui finance le changement climatique, nous allons discuter des obstacles récurrents que rencontrent nos pays dans l'accès au financement et essayer de réfléchir entre les pays et les participants comment proposer
proposer des solutions, des approches pour faciliter l'accès au financement climatique. Donc les débats, les discussions, les réflexions vont porter sur ces questions. Pour Seni Nafou, coordonnateur technique de l'initiative d'adaptation au climat de l'Union africaine, il s'agit de mobiliser les fonds nécessaires pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Et nous avons voulu tenir cette réunion à Lomé parce que Lomé est véritablement la capitale de la finance régionale. Nous avons 2 banques régionales à Lomé. Nous sommes à la BEDC, donc pour tous les pays de la CEDEAO. La BOAD est juste à côté. Nous avons Ecobank qui a le siège ici. Pour nous, tenir cette réunion à Lomé était également l'occasion de penser région, de penser programme régional, d'aussi échanger avec ces banques et voir comment tous ensemble nous pouvons renforcer vraiment les capacités de nos institutions. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Foli Bazi Katari. Toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défectueuse de certains éléments sonores. L'Office togolais des recettes achève sa campagne de sensibilisation sur la loi de finances 2023. Cette dernière étape est marquée par la rencontre ce mardi à Lomé avec l'association des grandes entreprises du Togo. L'objectif est de recueillir auprès de ces entreprises les difficultés rencontrées lors de l'application de la dite loi depuis janvier et enregistrer leurs propositions pour l'amélioration des futures lois de finances. Un atelier sur l'élaboration d'un module de formation sur la communication digitale et des stratégies communales de communication digitale se tient depuis ce matin à Lomé. C'est à l'intention des maires, des adjoints aux maires, aux conseillers, des conseillers municipaux et des secrétaires généraux des communes. Une initiative de la GIZ pour améliorer la bonne gouvernance locale. En 3 jours, ils seront au parfum des informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre d'une stratégie de communication digitale et à la préparation des cahiers de charges des sites web communaux. Khadija Traoré, spécialiste de la communication publique et territoriale, consultante et formatrice. On espère, au sortir de cet atelier, qu'ils aient à disposition les outils et les méthodes qu'il faut pour entretenir et mettre en place une stratégie de communication numérique, la gérer eux-mêmes et pouvoir communiquer le plus efficacement possible, en tout cas à travers le numérique. Parce que, il faut le rappeler, cet atelier est fondé sur le numérique. Des communes qui viennent de naître ont forcément besoin d'accompagnement et d'appui sur tous les plans. Il faut considérer la communication comme un investissement qui va les aider à avancer et à faire rentrer des revenus en interne. À la fin, on va voir ensemble ce que c'est que la communication visuelle. Ils ont besoin d'avoir une image institutionnelle visuelle, un logo, mais le logo ne doit pas être simple. Il est accompagné d'une charte graphique. Donc, comment mettre en branle tout ça, comment les utiliser, comment mettre en place une stratégie et la suivre, c'est ça les résultats qu'on attend. La suite de ce journal, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a rendu public son rapport annuel d'activité 2022 la semaine dernière. 3 faits majeurs ont marqué l'année. Milek Agbokou. Il s'agit de l'allègement des mesures de lutte contre la Covid, lutte passée au second plan, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la vie des citoyens et la recrudescence des attaques terroristes contre notre pays au niveau des frontières avec le Burkina Faso. Ces faits ont impacté, selon la HAC, au niveau national et international, la circulation de fausses informations ou déformation des faits et de manipulation. C'est pourquoi la HAC a beaucoup organisé des séances d'échange pédagogiques avec les médias à travers des ateliers de formation sur le traitement des informations. L'année 2022, selon la HAC, n'a pas connu la même dynamique d'activité que 2021, surtout à l'endroit des médias et des professionnels de la communication, en ce qui concerne en particulier le volet formation de l'axe 3 du plan stratégique de la HAC. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des médias, entre autres, veiller au respect de la réglementation qui interdit formellement la diffusion des discours de haine, veiller, conformément à la réglementation en vigueur, au respect des règles d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'information dans les médias. La HAC veut accompagner ce mouvement en veillant surtout au respect de la nouvelle loi. La HAC réitère le regroupement des organes de presse autour de quelques véritables groupes de presse
semble être une condition incontournable pour faire du secteur des médias un véritable secteur économique qui, au-delà de la mission classique d'informer et de contribuer au renforcement de la démocratie au Togo, demeure un grenier économique viable. Tel se dessine l'avenir de la presse au Togo et les mutations induites par les technologies de l'information nous y obligent. Milek Agbokou, toujours dans le domaine de la presse. Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier. L'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies au Togo, a organisé ce mardi matin à l'Université de Lomé en différé une conférence débat à l'intention des étudiants de l'Institut. Les échanges ont porté sur le thème de l'année qui est « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. » Le ministre en charge de la communication a fait savoir aux étudiants que la liberté de la presse est le moteur de tous les droits. D'où la nécessité de connaître les autres droits pour vivre librement dans la société. Il est aussi important de veiller à l'indépendance du journaliste, acteur de l'information, a-t-il poursuivi. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et justement, en Guinée, les professionnels des médias se mobilisent pour leur liberté d'exercer en organisant une journée sans presse. Les associations et syndicats de médias ont décidé de couper leur signal radio et télé. Les autorités de transition sont au centre des critiques depuis la semaine dernière à cause des restrictions de navigation sur Internet toujours en cours, notamment pour accéder aux réseaux sociaux et aux services de messagerie. En coupant totalement les signaux de la radio et de la télévision, les professionnels de la presse espèrent alerter l'opinion publique sur la menace qui pèse sur ce secteur. Santé à présent, la fistule obstétricale, on en parle aujourd'hui, 23 mai. Le but de cette journée est d'informer et de mobiliser les acteurs autour de la prévention et de l'accès aux soins. C'est quoi une telle affection? Quelle est la situation au Togo et quelle prise en charge fait-on? Alice Berthe Barandao nous éclaire à travers ce magazine. Malgré les progrès accomplis, les fistules obstétricales sont aujourd'hui encore un crucial problème de santé publique. La journée exhorte l'opinion publique à doubler d'efforts pour agir afin d'éliminer les fistules obstétricales d'ici 2030. Au Togo, les acteurs de lutte sont à pied d'œuvre. Dr Chandana Manglebe, chef de la division santé maternelle infantile et planification familiale, nous donne d'abord les causes de cette maladie. La fistule obstétricale, je vais le dire de façon terre à terre, c'est un trou qui se crée entre la vessie qui contient généralement les urines et, pour ce qui concerne spécifiquement la femme, son vagin. Ce trou survient lorsque nous avons un accouchement difficile. Dans 80% des cas, les accouchements difficiles prolongés entraînent des trous ou communication entre le vagin et la vessie. Et quand c'est comme ça, c'est des femmes qui perdent soit l'urine, soit les matières fécales, ou alors les deux. Nous tous, nous connaissons la senteur de l'urine. Et s'il faut perdre les urines tout au long de la journée, sans un contrôle, vous convenez avec moi que ces femmes qui vivent ces situations sont des femmes qui ne sont pas du tout à l'aise vis-à-vis d'elles-mêmes, mais également vis-à-vis de leur société. Docteur Chandana, quelles conséquences une telle situation crée chez les femmes victimes? Ces femmes dans ces situations sont appelées à vivre plus ou moins comme des recluses de la société et ça constitue un poids psychologique sur ces femmes-là. Cette femme qui est porteuse de fistule obstétricale ne sera plus à même de mener ses activités génératrices de revenus comme il se doit. Et donc, elle devient également financièrement dépendante. Et ces femmes sont ainsi exclues de la société, abandonnées et même parfois sur le plan matrimonial, c'est des femmes qui sont répudiées par leurs époux. Donc, c'est véritablement un problème. Y a-t-il la possibilité de se traiter? Quelle prise en charge se fait au Togo, docteur? Au jour d'aujourd'hui, la fistule obstétricale est prise en charge gratuitement dans les formations sanitaires. Depuis
le dépistage jusqu'à la confirmation. Lors de la prise en charge chirurgicale également, on ne demande pas un coût. Donc c'est un appel pour dire que si nous avons dans nos communautés des femmes qui vivent ces situations telles que décrites, n'hésitons pas à les orienter vers la structure la plus proche. Faisons œuvre utile en orientant les cas de fistules obstétricales de nos communautés vers les centres de prise en charge. Alice Berto Barandao, oui, les fistules obstétricales sont un réel problème de santé publique car beaucoup de femmes en sont victimes. Voici d'ailleurs ce témoignage d'une patiente prise en charge gratuitement et qui a recouvré la santé. J'avais un problème de maux de ventre et j'ai été à l'hôpital. On m'a demandé de faire une échographie. On me disait que j'avais le fibrome et j'ai suivi l'opération 16 juin 2015. Et après ça n'allait pas. L'assistant m'a dit que ce n'est plus à son niveau, qu'il va m'envoyer à Tokwa, chez le docteur Pacha. Et j'ai été, il m'a consulté. Il a dit que c'est le fistule, parce que l'urine sortait seule. Je mettais des couches. Quand il m'a consulté, il m'a dit qu'il y a une ONG là, qu'on opère les hommes qui n'ont pas les moyens. Et il m'a enregistré. En décembre 2015, ils m'ont amené là-bas. Ils m'ont fait rentrer au bloc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ne m'ont pas opéré. Ils ont dit qu'après 2 semaines que ça va aller. Et j'étais revenue, ça n'allait pas. Et on m'a encore enregistré en novembre 2016 qu'on m'a opéré. L'opération a réussi. Et j'ai suivi les consignes. Maintenant, ça va. Maintenant, je peux aller rentrer dans n'importe où. Sinon, avant là, je n'allais pas quelque part. J'étais à la maison seulement. Je n'arrivais pas à faire quelque chose parce que je ne peux pas rentrer parmi les gens. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. Et notre santé, il en est également question dans la sécurité routière. A démarré le 17 mai dernier, la semaine de la sécurité routière s'achève ce mardi 23 mai. Occasion de nous alerter sur un fait. L'utilisation des engins à 2 roues nous facilite le déplacement, mais la tentation est parfois grande d'emmener son enfant à moto faire une balade ou à l'école. De nombreux utilisateurs de moto n'ayant pas reçu une formation adaptée semblent ignorer les risques qu'implique le transport d'un ou de plusieurs enfants. Monique Odoudou nous en parle dans ce reportage. Sur un taxi-moto, Dame Nathalie avec un bébé au dos attaché avec un pain. Un autre au devant de la moto, assis sur le réservoir, il se dirige ainsi vers l'école des enfants. Nathalie s'exprime. Moi, je prends l'enfant tout le temps au dos, à moto. Et je suis habituée, donc je ne sais pas qu'il y a risque dedans ou quoi que ce soit. Cette pratique n'est pas sans risque. Les conséquences et les mesures de sécurité avec Niedeka, moniteur. Un enfant sur une moto, d'abord, c'est pas conseillant. Une femme qui porte un enfant sur une moto, si elle-même elle est au guidon, c'est pas aussi prudent puisque les risques d'accident doivent être élevés. Si le nœud se détache, l'enfant peut tomber par derrière et se faire marcher dessus par une autre moto ou bien une autre voiture. Maintenant, sur un émigrant par exemple, soit détacher carrément l'enfant de dos et le faire revenir au milieu entre elle et les émigrants. S'il y a possibilité que l'enfant reste à la maison, elle peut laisser l'enfant à la maison et aller faire leur course et revenir. Et ça ne coûte rien de mettre la vie de l'enfant en danger. Mais si l'enfant a au moins 7 ans, on peut le laisser aux chaises arrière seul. Au moins 7 ans, c'est un peu prudent. En bas de 7 ans, c'est pas prudent. Il faut mieux le laisser à la maison avant de sortir. Il y a d'autres femmes carrément qui nous 2 fois les pagnes sur leur enfant. Je pense que ils le font au prix de la santé de l'enfant. Parce que l'enfant va avoir mal et ça peut empêcher la respiration de l'enfant au dos. Donc elle doit aussi cesser de le faire. La vie ne tient qu'à un fil. Les enfants sur moto, oui, mais avec des mesures de sécurité. Ce reportage nous a été présenté par Nabara Nafara Noudar. Sport, le Togo a réalisé une bonne moisson au championnat d'Afrique de Sambo disputé au Maroc. 2 médailles d'argent et 1 de bronze ont été décrochées par les athlètes togolais. Au plan national, la D1 Lonato et la D2 nationale sont au programme à partir de ce mercredi. En D1 Lonato, ASCO aura à cœur de sécuriser et fêter son titre de champion face à AS Togo Port, premier non relégable. La D2, elle aussi démarre ce mercredi. Salim Lemo. Le championnat national de 2e division entame ce mercredi sa 23e journée avec 3 rencontres.
À 15h, au stade de Kpalimé, Kotoko de l'Avier, Lanterne Rouge joue à Gaza de Lomé. À Tabligbo, Arabia de la localité en découp avec AS Agoua de Koussountou. Puis Étoile Filante de Lomé accueille Maranatha au terrain de Gbossimé. Jeudi, un seul match se joue. Foukba de Soutoubois joue le Dauphin Doumbé de Mango à Sokodé. Vendredi, CDF Haknour reçoit Ifodia d'Atakpame à Kara. Samedi, Fouadan de Dapan et JCA se croisent à Kara. Puis dimanche, Bikinti, leader au classement, au rapport adversaire, Koroki Metete de Tchamba, toujours au municipal de Kara. L'ADN Lonato est à 2 journées de clôture de l'édition 2022-2023. La 28e journée démarre donc ce mercredi après-midi. Dauphin d'Ekondona au classement. ASK de Kara joue à Evala Stadium de Kara, c'est Massi de Sokodé. À Sokodé, Unisport offre son hospitalité à AS Bina. Au stade Dr Kaolo, Espoir de la localité croise Kakadel de Doufegou. Le terrain de la JCA sera le théâtre de la rencontre Ange Gomido. À Kota, AS Gboelesou reçoit Dito FC, puis au stade de Kégué, AS OTR, au rapport adversaire Tambo FC. Cette 28e journée prendra fin jeudi. Sarah Sport, Lanterne Rouge, voudra sauver l'honneur et pour cela, une victoire reste impérative face à Entente de Lomé. Le sacre d'Asco de Kara a été retardé lors de la 27e journée à la faveur de nul. Le club champion en titre voudra, sur une note de satisfaction, mettre les 2 mains sur le trophée de champion du Togo. Un match de toutes les émotions, car le champion en titre aura pour adversaire AS Togoport, qui lutte pour le maintien. Une défaite des portuaires les enverrait dans la zone rouge. Sacre ou maintien, le stade de Kégué révélera le bon résultat de la rencontre AS Togoport Asco. La fédération togolaise de Sambo a pris part au 17e championnat africain de Sambo qui s'est déroulé du 19 au 22 mai au complexe sportif Mohamed V au Maroc. Cette 17e édition a vu la participation des athlètes togolais. La délégation togolaise composée de 2 athlètes et un coach a mentionné 3 médailles, dont 2 en argent et 1 de bronze. Tinyenuga Adjoa dans la catégorie 59 kg chez les dames et Anthony Yao Sodine dans la catégorie 58 kg chez les hommes sont les 2 athlètes togolais qui ont représenté le Togo. Le sambo est un sport de combat, un art martial créé en 1930 en URSS, combinant principalement le judo, la boxe et la lutte. Les résultats du tirage numéro 46/2023 de l'autosport. Il s'agit des numéros suivants. 3, 4, 8, 9, 18, 20, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 42, 43, 44 et 49, soit 16 matchs nuls. Et l'information insolite pour terminer, la chance a souri à 5 collègues de travail à Antibes dans les Alpes-Maritimes. C'est en France. Elles ont décroché le jackpot au loto. Il y a 3 ans, ces 5 collègues de travail avaient décidé de jouer ensemble. Elles validaient ainsi une grille commune chaque semaine. Le tirage du 20 mars dernier a comblé leurs attentes. Les voici donc propulsées gagnantes au premier rang de ce tirage qui mettait en jeu une cagnotte de 7 millions d'euros, soit plus de 4 milliards de francs CFA. L'union fait la force, ont expliqué les 5 copines qui n'entendent pas s'arrêter là. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre bienveillante attention. Passez un bel après-midi sur nos antennes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg